a mis des programmes d'appui, a mis à la disposition des experts et puis a ça, financé c'est aussi fondamental pour le développement à moyen et long terme du pays. Je suis le président de la deuxième section, c'est-à-dire la section qui est en charge du contrôle et du jugement des comptes des collectivités territoriales décentralisées. Bon, alors mon rôle, je peux dire, moi j'ai d'abord été inspecteur d'État. Depuis les années 85. J'ai fait 20 ans au contrôle supérieur de l'État. Et j'ai le travail de l'audit. Généralement, vous trouvez les anomalies qui sont imputables aux individus. C'est la sanction. Vous trouvez aussi les anomalies qui sont imputables à l'organisation. Ça veut dire qu'il faut proposer des réformes. Donc, je suis dans cette logique-là depuis ma sortie de l'école. Et quand nous sommes venus à la Chambre, avant d'ailleurs mon arrivée à la Chambre, j'étais concerné par les activités de réforme. Donc, nous avons travaillé même sur la préparation de l'avènement de la Chambre et puis sur les réformes des comptes, de la comptabilité, parce que c'est un élément essentiel de l'obligation de rendre compte sur la gouvernance, c'est-à-dire les piliers de la gouvernance. Vous avez la bonne gestion, mais vous avez aussi l'obligation de rendre compte. Vous avez l'information et la production des comptes. Donc, et puis la participation des partis, donc l'implication de tout le monde. Dans cette façon de voir l'administration, qui est l'administration moderne aujourd'hui, implique absolument les réformes. C'est pour cela qu'il y a une cascade de textes. Par le passé, on avait l'ordonnance de 62, il y a eu les textes de 77. Après, il y a plusieurs textes du contrôle supérieur de l'État et puis la Chambre des comptes. Alors, si vous voyez le paquet, si nous étions de l'autre côté, j'allais vous faire voir les textes de réforme des finances publiques. C'est un gros document comme ça. Donc, il y a beaucoup qui se fait, beaucoup de réformes qui se font. Et j'ai souvent été au cœur, parce que j'ai été déjà, avant d'arriver ici, j'étais chef de brigade des entreprises publiques. Il y a eu une réforme des finances des entreprises publiques en 1999, avec le statut général des entreprises publiques et du secteur public et parapublic. Et puis, il y a eu aussi la privatisation. J'ai eu à écrire un livre sur les liquidations administratives. Et arrivé ici, le problème, il fallait qu'il y ait une chambre des comptes et il fallait que les comptes soient contrôlables. Bon, ensuite, que ceux qui utilisent les comptes sachent les confectionner. Ensuite, il y a des instruments qui sont utiles pour ces comptes-là. Bon, maintenant, il y a aussi dans la réforme, c'est la sensibilisation et la formation des personnes. Donc, chaque fois, et il faut voir ce qu'on fait à gauche et à droite. Donc, je me suis retrouvé dans les réformes, j'étais dans le comité interministériel des réformes des finances publiques, je suis dans le comité de réforme de la comptabilité publique et je suis membre du comité secrétariat technique du comité de normalisation des comptes publics. Donc, c'est un travail permanent de réforme. Et nous sommes davantage dépendants. Pourquoi? Parce que quand nous essayons de contrôler, nous nous rendons compte que le contrôle est difficile quand le système d'information n'est pas bon.
que le contrôle est difficile quand les gens ne comprennent pas leur travail. Ce qui fait que nous sommes les partenaires privilégiés de la réforme des finances publiques. Alors, l'Union européenne, je peux vous dire que l'Union européenne était la tête de proue et que, quelque part, c'était la force qui amenait le gouvernement à faire ces réformes-là. Donc, l'Union européenne a mis des programmes d'appui, a mis à la disposition des experts et puis a financé même les benchmarking. Donc, il y a une cascade de programmes d'appui aux réformes. Et je peux dire, la Chambre des comptes était même, en fait, le fruit de ces réformes-là, de ces appuis de l'Union européenne. Et je me rappelle les premiers voyages en Europe, les premiers achats de matériel, c'était l'Union européenne. Nous avons toujours des assistants techniques qui sont mis à notre disposition par l'Union européenne. Donc, le rôle de l'Union européenne a été vraiment un rôle majeur. Et puis, au niveau de l'encadrement, ils nous ont souvent... c'est presque du coaching. Bon, parce que quand on a telle chose, ils nous disent, écoutez, qu'est-ce que vous avez maintenant, qu'est-ce qu'il faut, comment avancer, et nous échangeons, et généralement, ils nous trouvent une solution, souvent en passant par un basket fund qui est au niveau de la DREF. Bon, parce qu'en fait, les réformes de l'administration, c'est un ensemble, hein. Vous pouvez avoir très peu de réformes qui peuvent commencer à un endroit, finir à l'endroit. Donc, généralement, ça a un impact sur plusieurs administrations. Je vous ai dit déjà que nous avions un assistant technique. D'accord. M. Vrobel a été avec nous. Et puis, nous avions d'ailleurs ces assistants techniques qui ont participé à la formation depuis l'ENAM, au moment où on faisait la formation des tout premiers magistrats on les appelait les postulants. Ensuite, nous avons eu des assistants techniques ici qui nous faisaient du coaching au quotidien et qui jouaient aussi un rôle d'interface avec l'Union européenne. Par exemple, quand il fallait les financements, les conditionnalités et autres qui étaient très complexes, nous on est des magistrats, on a nos dossiers de jugement et autres, et aller suivre c'est bien compliqué. C'est eux qui faisaient ce suivi-là. Donc, la Chambre a une image formidable du passage de M. Vrobel, qui avait été un président de section, et puis qui avait été au ministère public, donc qui avait une longue expérience de juridiction. Il y a beaucoup d'autres intervenants qui sont venus. Là, on parle de l'assistance en personnel. Ils ont fait beaucoup de travaux, stratégie de la Chambre, et ils nous ont coachés sur le premier manuel de procédure qui était en place dès la fin de 2000, début 2006, on avait déjà un manuel de procédure, alors que nous venions de prêter serment en décembre 2005. Donc, ils nous ont beaucoup assistés. Et maintenant, l'autre assistance en matériel, c'était des ordinateurs achetés, les voyages d'études financés. Et puis, les véhicules de mission. Nous avons fait les 20 ans là, le premier véhicule de mission acheté par l'État. C'est ce que vous avez vu là en bas. Donc ça vient d'être acheté. Donc nous n'avons eu que les véhicules venant de l'Union européenne. 4 premiers véhicules, ensuite 4 récents actuellement. Donc chaque section se retrouve avec un véhicule pour les déplacements. Alors le problème qui se pose qu'on a ici est que, étant une chambre de la Cour suprême a ses pratiques. La Cour suprême ne se déplace pas. Bon, donc, la Cour suprême n'entend pas acheter les voitures de mission, les 4x4, puisqu'elle ne se déplace pas. Donc, c'est les limousines pour les conseillers
Or, nous nous déplaçons. Ce qui fait qu'on a besoin d'aide et on n'arrive pas à leur faire comprendre cela. Ce qui fait qu'il faut parfois contourner et c'est l'Union européenne qui nous comprend souvent et qui nous a permis d'avoir... bon, alors, voyez par exemple, tous les conseillers, tous les assistants de vérification des ordinateurs, bon, s'il faut compter sur le budget de l'État et surtout le budget de la Cour suprême, bon, là-bas on ne peut pas comprendre pourquoi chaque magistrat doit avoir un ordinateur, l'intranet, l'Internet, ça ne se comprend pas. Or, nous travaillons sur les comptes, c'est une nécessité. Bon, si l'État ne donne pas, vous êtes obligé de payer vous-même. Bon, et c'est l'Union européenne qui a la compréhension. Donc là, si vous voyez tous ces jeunes qui ont des ordinateurs, la dernière livraison a été l'acquisition par l'Union européenne. Il y a un accompagnement avec le personnel technique qu'ils mettent à notre disposition et nous avons souvent des échanges. Alors, si vous voyez les appels avec le point focal et autres, c'est courant. Bon, nous avons aussi un appui de l'Union européenne quand il faut parler des réformes. C'est eux qui, chaque fois qu'il y a une rencontre, une plateforme, c'est eux qui demandent de donner les moyens à la Chambre des comptes. C'est eux qui... c'est votre allié. Qui secouent, oui, à l'intérieur pour dire qu'il faut les moyens à la Chambre des comptes. Et l'Union européenne joue aussi un rôle de pourvoyeur, c'est-à-dire qu'ils ont toujours pourvu, je vous ai dit, tous les véhicules de mission, depuis 20 ans, ce n'était que eux. C'est pas assez, mais il n'y a que ça. Bon, les ordinateurs, à plusieurs reprises, nous ont acheté des ordinateurs. Ils ont acheté, voyez, bon, soit collectivement comme Union européenne, ou bien certains membres de l'Union européenne. Nous avons les archives en Kosovo, nous avons, par exemple, le moteur que vous voyez là, il y a beaucoup de coupures, mais nous avons quand même cet avantage. Dès qu'il y a coupure, ça reprend. Donc, vraiment, avec l'Union européenne, je ne sais pas, hein, nous fonctionnons... main dans la main. Ouais, oui. Oui, il y a eu des défis. Les défis... les premiers, au début, c'était que les procédures de l'Union européenne sont très compliquées. Bon, et nous avons déjà beaucoup de travail avec les contrôles. Nous n'avons pas le temps. Heureusement, ceux qui étaient là au début nous ont beaucoup aidés à trouver... il y avait M. Vrobel qui était là, et puis de l'autre côté, après M. Vrobel, il y avait M. Dibling à l'Union européenne qui était vraiment comme un coach pour les procédures. Actuellement, il y a M. Chabert. Donc, c'est difficile souvent avec les procédures, souvent difficile. Nous n'avons pas le temps et c'est eux qui nous aident encore à nous en sortir. Et il y a aussi d'autres défis qui sont justement liés au fait que nous sommes chambre. Donc, alors la Chambre des comptes, chambre de la Cour suprême, où c'est le premier président qui est ordonnateur du budget. Alors, il y a en principe certaines choses. C'est le premier président qui doit écrire pour qu'on nous donne les véhicules. Et s'il n'écrit pas, on n'a rien du gouvernement. Bon, c'est aussi le premier président qui peut demander les appuis s'il faut faire une lettre. Alors, heureusement, avec 2018, on avait prévu que c'est l'institution supérieure de contrôle, le contrôle supérieur de l'État a négocié pour supprimer cela. Mais il est resté quand même quelque chose, c'est que dans les attributions propres à la Chambre des comptes, la Chambre des comptes est autonome. Alors, l'interprétation récente a été donc que si il y a une activité propre à la Chambre des comptes, le président de la Chambre des comptes peut s'adresser à un ministre sans passer par le premier président. C'est pour cela que nous avons déjà 2 véhicules de mission payés par l'État et nous avons aussi
Bon, il y a 8 qui vont arriver bientôt parce que les marchés ont été lancés. Donc, il y a un exemple de difficulté que nous avons eu. Justement, l'Union européenne nous faisait souvent des appuis. Et la dernière fois, nous nous sommes retrouvés avec un appui bien plus organisé, une convention avec une subvention. Donc la subvention avait deux parties. Une partie qui payait le cabinet, faisait l'assistance Expertise France, et une partie qui donnait des moyens directs à la Chambre. Comment faire? Et ils disent non, ils ne veulent pas que ça entre au Trésor. Parce qu'ils savent que si ça va là-bas, ce n'est pas sûr qu'on pourra retirer. Et il faut que ce soit dans un compte privé. Dans un compte privé, il faut qu'on demande l'ouverture d'un compte. La loi dit qu'il faut demander l'ouverture d'un compte. Mais nous, la Chambre ne peut pas demander au ministre des Finances d'ouvrir un compte. Ça doit passer par le premier président. Et nous savons que ça ne va pas prospérer. Puisque, bon, oui, c'est le magistrat qui juge les affaires. Les autres complications, là, ce n'est pas leur problème. Alors, on a dû trouver une astuce où c'est le ministre de l'économie qui a demandé au ministre des Finances d'ouvrir un compte pour la Chambre. Donc l'Union européenne a joué par derrière avec la KON, l'ordonnateur national, et c'est comme ça que le ministre de l'économie demande au ministre des Finances d'ouvrir un compte. Voilà comment on a contourné pour se retrouver avec un compte et qui a financé nos activités, qui a permis d'utiliser la subvention de l'Union européenne pendant 4 ans. Bon, maintenant c'est épuisé et nous nous posons les questions. Et quelle est la suite? Non, les réformes, déjà, elles sont permanentes. D'accord. Bon, mais au Cameroun, il y a beaucoup de choses qui manquent encore. Parce que, comme on dit que le Cameroun, si on t'explique le Cameroun, tu comprends. Ça veut dire qu'on n'a pas bien expliqué. Ce qui veut dire que les réformes sont beaucoup plus complexes chez nous. Alors, je prends par exemple le compte unique du Trésor. Moi, j'ai fait d'abord le Trésor. Et quand nous étions à l'école, on savait que le Trésor, c'est la caisse de l'État. Et le Trésor, c'est la banque de l'État et des autres entités. Mais il est arrivé un moment où, quand l'État n'avait plus de moyens, les collectivités en ont souffert, beaucoup. Et ces structures ont demandé à avoir une comptabilité autonome, une autonomie. Donc aujourd'hui, les collectivités ont leur comptable et autres, les EPA aussi. Mais il est arrivé un moment où vous mettez de l'argent, vous mettez les subventions à l'université. Bon, ils ont les 15 milliards, ils vont retirer les 15 milliards et mettre à la banque. Et entre-temps, l'État a besoin de l'argent pour payer les salaires. Et il va dans les banques emprunter l'argent. Et l'argent, les banques prennent les milliards déposés par les universités et les autres établissements publics et prêtent à l'État. C'est pour cela qu'on a dit un compte unique. Donc, il faut que la trésorerie de l'État reste dans le compte du Trésor, de telle sorte que quand vous payez directement pour que l'État n'emprunte pas. Ça a été mis en place en 2007. Et 2007, à partir de 2007, il y a une respiration au niveau des paiements de l'État. Bon, mais le problème qui se pose toujours est que quand les tensions de trésorerie sont très fortes, ce n'est pas toujours facile. Conséquence, les collectivités se méfient, les EPA se méfient parce qu'ils disent que quand ils ont besoin de leur argent, on ne leur donne pas. Donc, on crée le compte unique qu'il faut mettre à la BEAC. C'est donc à la BEAC qu'on veut cacher la possibilité pour que
Et il y a une discipline. Parce que c'était possible de se discipliner à partir du trésor. Et comme ils n'arrivent pas à discipliner les ordonnateurs qui sont les ministres, ils préfèrent que ce soit à la briaque. Bon, ce qui fait quelque chose de très compliqué. Très compliqué. Donc, notre pays a une situation souvent complexe et ça nécessite les réformes. Et les réformes aussi, quand il y a une logique où les instruments de gestion qui changent, la réforme vient aussi. Bon, actuellement, vous suivez, on parle des nouvelles technologies. Il y a une bonne partie de l'activité qui utilise le net. Et ces activités-là, il n'y a pas de fiscalité. Il faut se réformer pour que l'État puisse imposer le commerce virtuel. Bon, il y a maintenant l'intelligence artificielle. Il faut utiliser ça pour le contrôle. Et les réformes, vous avez un système informatique au trésor, un système aux impôts, un système matériel. La réforme nécessite que soit nous avons un même système, soit il faut que les systèmes se parlent, communiquent. Alors, c'est aussi la réforme. Donc, chaque fois, il y a un travail de réforme qui se fait. Oui, les réformes, on les ressent au quotidien. Quand il s'agissait, par exemple, de payer seulement avec le bon de caisse, par exemple, il y avait les rangs, de grands rangs dans tous les postes de trésor du pays. Les réformes ont consisté à faire à ce que les bons de caisse passent par virement dans les banques. Et les réformes ont permis de ce que ces paiements soient beaucoup plus sécurisés. Et aujourd'hui, au lieu que les gens s'alignent au poste comptable du Trésor, les gens s'alignent dans les banques un peu partout. Donc, il y a une possibilité de se faire payer le 24. Parce que vous pouvez aller au Trésor, vous pouvez aller à la banque, vous pouvez aller n'importe où. Voilà déjà un élément de réforme. La réforme, vous avez ces derniers temps l'impôt. Bon, la réforme, vous avez ces derniers temps la possibilité de consulter votre bulletin de solde. Ça, c'est aussi la réforme. La réforme, vous avez la possibilité de savoir la situation, le budget de l'État, comment il a été exécuté, et c'est publié. Bon, la réforme permet aujourd'hui de prêter de l'argent à l'État, puisque l'État peut faire emprunter de l'argent auprès du public. Et quand il faut que quelqu'un prenne les bons du Trésor, s'il y a les obligations du long terme, les bons du Trésor, c'est du court terme. Bon, si vous avez un peu d'argent, c'est-à-dire vous avez un 5 millions qui traîne là, 10 millions qui traînent là, au lieu de les laisser à la banque comme ça, quand vous entendez parler des bons du Trésor, vous prenez les bons du Trésor, on va vous rembourser dans 1 mois, dans 3 mois, et il y aura quelque chose, alors qu'à la banque, il n'y a rien. Mais pour que ça se passe, il faut que vous ayez confiance en l'État. Et ce qui fait que les comptes que nous produisons, on l'a vu sur le projet de loi de règlement, l'obligation de faire les comptes et de les publier, ça montre aux citoyens, aux banquiers, à tout le monde que l'État a la capacité de rembourser, où sa situation est mauvaise. Là-dedans, vous voyez que la Chambre des comptes met un focus par exemple, sur la dette. On met toute l'analyse, le système d'analyse CEMAC et le système d'analyse du fonds du FMI et la Banque mondiale pour analyser le niveau d'endettement du Cameroun. Et quand vous savez ce niveau d'endettement, si vous trouvez que c'est mauvais, vous allez hésiter à donner l'argent. Vous trouvez que c'est bon, vous donnez l'argent et après, vous aurez un plus. Voilà les réformes. C'est dans tous les domaines en réalité. Il y a beaucoup de services aujourd'hui qui sont rapides. Les impôts, quand on faisait la déclaration, il fallait aller à un poste, souvent payer ou mettre beaucoup de temps. Et après, on vous dit de revenir dans 2 semaines.
Aujourd'hui, vous avez ça immédiatement, vous payez immédiatement. Donc, les réformes, il y a beaucoup qui font beaucoup de choses. On peut peut-être dire que ce n'est pas assez, parce que autour de nous, ça évolue aussi. Donc, on a déjà beaucoup de ces réformes-là. Vous voyagez aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de prendre tout votre argent en main. Vous avez votre carte et vous allez vous faire payer, à l'extérieur. Vous utilisez votre carte pour vos achats à l'extérieur. Ça, c'est aussi les réformes. On espère que ces réformes vont aller jusqu'au niveau du trésor. C'est-à-dire qu'au lieu même de vous payer l'ordre de mission, on crédite votre carte et vous ne vous alignez plus. Bon, il y a plein de chantiers qui existent pour permettre d'avoir la bonne information sur les finances. Ensuite, quand il y a une bonne information et que cette information soit diffusée, ça veut dire qu'on a l'obligation de rendre compte et la transparence en même temps. Et là, tout le monde est impliqué. Oui, l'Union européenne, avec nous, je peux dire, d'ailleurs, ils sont à côté. Donc, on est tellement proches, c'est nos coachs, et puis c'est même avec ceux avec qui on travaille là-bas, c'est vraiment des amis. Et je me rappelle quand le président de la Chambre des comptes est mort, M. Ateba, nous sommes allés à la Cour suprême et il y avait un seul blanc lors du deuil. C'était M. Dibling de l'Union européenne. Voilà. Donc, vous voyez comment ça se passe. Et même à l'époque, il voulait que on ait un coaching direct avec la Cour des comptes. Donc, et puis, par exemple, nous avons obtenu de faire l'audit de la COVID. C'est grâce à l'appui de l'Union européenne parce qu'ils connaissaient nos compétences. Et puis notre volonté de travail, nos personnels et autres, comment ils travaillent, c'est eux qui ont été les premiers à nous appuyer pour qu'on nous confie l'audit de la COVID. Parce que le contrôle supérieur de l'État réclamait, bon, on leur a donné un petit morceau qu'ils ont audité, on ne voit jamais leur rapport là. Vous avez vu le travail qui a été fait par la Chambre et en partie grâce à l'Union européenne. Donc là, actuellement, nous ne voyons pas encore. Il y a la coopération allemande qui est là, qui a quelques projets directs avec nous. Bon, mais nous posons des questions. L'autre jour, j'étais à côté du représentant de l'ambassadeur et je lui ai dit 2025, point d'interrogation, parce que actuellement, celui-ci est clôturé et nous aimerions que nous continuions avec eux. Et dans les secteurs sensibles, il n'y a que eux qui nous comprennent facilement. Par exemple, nous voulons mettre ici l'audit en utilisant l'intelligence artificielle ou bien les nouvelles technologies. Alors, nous avons dit, pour cela, il nous faut avoir une cellule qui peut faire les extractions des données dans les ministères. Il faut 5 ordinateurs de grande capacité, donc au moins 16 gigas de RAM. Et dernièrement, ils nous ont fait un dernier achat et nous avons ces ordinateurs. Nous attendons un autre appui pour acheter les logiciels et pour avoir celui qui va nous former. Ce genre de langage, à la Cour suprême, il n'y a rien à faire. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Il n'y a rien à faire. Donc, il n'y a que ceux qui comprennent qui peuvent nous soutenir, c'est-à-dire l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, la BAD et le ministère des Finances, le ministère de l'Économie. Vous savez aussi qu'eux, ils empruntent l'argent. Et pour qu'ils empruntent l'argent, il faut que les chiffres qu'ils présentent soient fiables. Quand ils présentent les chiffres, on leur dit est-ce que ces chiffres-là ont été certifiés, quelle est la position de la Chambre sur ça, et ils présentent nos rapports. Donc, ils sont parmi ceux qui ont intérêt
à ce que nous fassions notre travail. Mais ne leur faisons pas des cadeaux. Parce que nous, si nous faisons des trucs sans valeur, nous allons perdre notre côté, eux-mêmes n'auront plus rien. Donc il faut qu'ils sachent que quand nous disons que c'est bon, c'est que c'est bon. Donc c'est quelque chose que ils renforcent nos compétences pour que nous les aidions. Et puis il faut savoir une chose, le ministère des Finances cherche les financements, aussi le ministère de l'économie. Mais quand ils cherchent ces financements, ils espèrent que cela soit utilisé pour avoir du résultat. Et quand, si c'est mal utilisé, ces ministères sont aussi des structures qui sont mal en point, parce qu'ils se seront battus pour rien. Bon, donc ils sont aussi notre allié. Et comme je vous ai dit, l'Union européenne, pour nous, c'est un allié de premier ordre, peut-être même le premier allié au niveau de la coopération internationale.